Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 31 août 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de airdrop, de realty et pour terminer ma prévision, je donnerai rarement des prévisions, mais je vous donnerai mes prévisions pour un petit peu le timing du bull run. On va commencer par tout d'abord le petit sondage que j'avais fait sur, selon vous, quel était l'actif crypto qui allait prendre le plus de multiplicateurs, de plus de valeur, de plus-value pour la fin de ce bull run. Et selon vous, c'est le XRP en tête, ensuite c'est Telcoin, ensuite c'est Velo, et ensuite c'est XLM, et ensuite c'est Dimitra. Il faut savoir que si Dimitra revenait à son rien que son all-time high, pardon, c'est-à-dire son plus haut, ça serait Dimitra qui serait le champion. Seulement, il ne reviendra pas à 6 € et quelques. Là, il a 5 centimes. Il ne reviendra pas à 6 € et quelques parce qu'il y a eu un petit peu des problèmes. Ils ont un peu déconné au tout début sur la supply. Du coup, je ne pense pas. Je pense qu'il peut aller à 2 $. Il fait déjà un fois 40, un fois... Ouais, un fois 40 sans problème, sinon il ferait un fois 150, là ça serait monstrueux. Mais par contre, alors moi je vais vous donner mon avis, je suis pas d'accord. Je ne pense pas que le XRP c'est celui qui fera le plus. Pour moi c'est celui qui fera justement le moins en niveau du rendement, je pense, par rapport aux autres. Pour moi ça se vaut entre Velo et Telcoin, parce qu'ils sont vachement déjà sous-évalués, encore plus que le XRP. En tout cas pour ce bull run, et je pense que ça se vaut entre les deux, entre Velo et Tailcoin au niveau des rendements, et même XLM, je pense que XLM fera un rendement parce qu'il est quand même pareil, c'est vachement sous-évalué, il est à 9 centimes. Je pense que XLM fera un peu mieux que l'XRP. Alors vous allez être peut-être déçus. Après, j'ai pas la science infuse, mais comme je vous ai dit, je vois pas le XRP aller à... Vous voyez tout le monde dire 1000 $, même 100 $. Perso, je le vois pas aller à 100 $. Je le vois pas aller à 3 chiffres. Je le vois aller entre 10 et 20 $. Donc, on va dire un x 40 par rapport à actuel, ce qui est déjà énorme. Mais pourquoi je suis investi sur le XRP en une grosse partie, 50% de mon portefeuille, mais c'est tout simplement parce que par contre, de tous ces coins que vous voyez, c'est celui où pour moi, par la suite, il a le plus de potentiel de rendement par la suite, c'est-à-dire quand il y aura une utilité. Donc pour moi, c'est celui qui met vraiment largement par rapport aux autres, qui peut vraiment les mettre loin derrière. Ensuite, quand il y aura l'utilité, je pense que là, vous allez voir vraiment le XRP exploser, mais le prochain bull run, il n'y aura pas encore l'utilité, et voilà, je le vois pas faire, voilà, pour moi, on est trop en avance sur le XRP par rapport à son utilité, mais c'est celui qui pour moi peut vous rendre le plus riche une fois qu'il aura son utilité. Voilà. Vélo, je pense vraiment Vélo, parce que je pense vraiment qu'il y a des choses cachées, comme en Thaïlande, je pense que la CBDC, ils utilisent le vélo, et je pense qu'il y a vraiment, vous allez avoir des bonnes nouvelles à bientôt sur Vélo qui vont faire exploser les prix au prochain aussi, au prochain bull run. Voilà, après, j'ai mis, il y a bien sûr des coins qui peuvent... qui sont sûrement avec des meilleurs multiplicateurs. Par exemple, j'ai du CKB qui peut aussi faire un bon rendement, mais il y a des coins qu'on ne connaît pas, ou que moi je ne suis pas investi dessus, par exemple dans l'intelligence artificielle, qui peuvent, ça se trouve, faire des rendements largement plus que ça, sans problème. Mais moi je parle des coins qui sont quand même des utilitaires et qui seront réglementés et qui n'auront aucun problème avec la compliance. Voilà, donc on va commencer l'actualité. Et on a tout simplement, on va essayer de le traduire en français. On a au Michigan, ils rouvrent une énergie, une centrale nucléaire
pour pouvoir alimenter en fait tout simplement l'intelligence artificielle qui bouffe énormément d'énergie. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça bouffe vraiment beaucoup d'énergie et donc ils sont obligés d'utiliser, là on voit l'énergie nucléaire pour pouvoir alimenter tout ça. On continue, on a le ministre de la Défense de l'UE qui appelle à la conscription des femmes. Alors je pense que c'est mal traduit parce que le ministre de la Défense de l'UE, voilà, en fait c'est la Lettonie qui réintroduit le service militaire obligatoire pour les hommes et à partir de 2028 pour les femmes. Et on voit que dans la plupart des pays de l'Union européenne, il y a des lois qui se mettent en place pour que maintenant ce ne soit pas que les hommes mais aussi les femmes qui fassent leur service militaire. On sent que tout ça, ça va dans, excusez-moi, dans un narratif de guerre, tout simplement. Et c'est pas bon, mais bon. C'est ces gens-là qui dirigent l'Union européenne et tant qu'ils seront au pouvoir, ils feront un peu ce qu'ils veulent. On continue. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, prévient que les marchés mondiaux sont instables. Alors il dit bien que c'est les marchés mondiaux qui sont instables, c'est pas le marché japonais, c'est les marchés mondiaux et en fait on sait très bien que la Banque du Japon par exemple détient beaucoup de dettes américaines et que si jamais par exemple il y a des problèmes au niveau du Japon, ça peut faire boule de neige et faire tomber tout simplement le marché mondial. On continue, on a Warren Buffett qui vend encore 1 milliard d'actions de Bank of America. C'est pas la première fois et je pense personnellement, alors il y a des gens qui disent too big to fail, c'est-à-dire que ce sera trop gros pour tomber. Moi personnellement je pense que ils ont pour objectif de faire tomber la Bank of America. Comme vous le savez, pour que le nouveau système se mette en place, il faut que l'ancien soit détruit. Et vous allez me dire, quand même pas Bank of America, c'est possible. C'est possible. Il faut savoir que vous avez une corporation de banque, c'est un conglomérat et qu'en fait, ils peuvent se mettre d'accord pour faire tomber une banque. Et vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, en 2008, ça a été déjà le cas avec les Lehman Brothers. En fait, quand une banque elle tombe, les grosses banques la rachètent pour pas grand-chose. Et donc derrière, dans la Bank of America, il y a des actifs et il y a des très bons actifs. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement racheter ces actifs pour une bouchée de pain. Et c'est comme ça qu'ils consolident, qu'ils deviennent encore plus riches. Donc je pense que si la Bank of America tombe, elle va être rachetée et par d'autres gros et ils vont se partager les bons actifs en les ayant achetés à un prix dérisoire. Voilà. Un peu comme il n'y a pas de peu de temps, First Republic, pareil, ils avaient été rachetés pour pas grand chose et il y en a qui se sont gavés sur les actifs de First Republic. On continue et on a, alors en Inde, ils ont mis à ce qu'on appelle un plug and play pour essayer de faire une interopérabilité entre les systèmes de paiement traditionnels et les CBDC. Donc j'ai juste, je crois que j'avais surligné, voilà. Alors que les systèmes de paiement existants devaient pouvoir se connecter les uns aux autres, et si les systèmes de la CBDC le devaient également, DAS a souligné qu'un système existant d'un pays devrait également être excusez-moi, interopérable avec un autre pays. Donc on voit qu'ils vont, alors ils vont peut-être utiliser l'Unified Ledger pour cette interopérabilité. Et je vous rappelle qu'il y a des crypto-monnaies comme Quant qui permettent aussi une interopérabilité avec les CBDC. Mais on voit que le but là, c'est qu'il y ait une communication et que toutes les CBDC soient interopérables. On a Lacoste qui arrête ses collections de NFT et qu'ils avaient fait il y a à peu près 2 ans. Et en fait, ils ont fermé leurs réseaux sociaux, les commentaires en fait, parce que les gens gueulent, parce que les NFT ont vachement descendu.
le prix, et ils veulent donc fermer carrément ce marché, et les gens demandent une indemnité, mais bon, dans les conditions générales, ils n'ont pas été fous Lacoste, ils ont mis des conditions comme quoi s'il y avait une baisse, c'était pas de leur faute, c'est par rapport à l'environnement du marché. Je pense que les gens devraient attendre le bull run pour tout simplement revendre leur NFT. On continue. Et on a BlackRock qui intégrera Aladdin et Preqin pour créer une nouvelle plateforme de marché privé. Je vous rappelle juste que Aladdin, ça représente plus de 50% de la gestion des actifs de BlackRock. C'est une intelligence artificielle. Et que en fait, il y a aussi des locations, c'est-à-dire que vous avez des private equity, des fonds d'investissement assez costauds qui louent la plateforme Aladdin pour gérer tout simplement les investissements. Et là maintenant, BlackRock ont acheté Preqin, et Preqin en fait c'est simplement une grosse entreprise de data sur les dérivés, sur les marchés de trading, etc., qui leur permettra d'avoir des données supplémentaires et d'améliorer en fait l'efficacité d'Aladdin. On continue, mauvaise nouvelle pour le Bitcoin. La société minière Bitcoin Rhodium déclare faillite avec 100 millions de dettes. On continue, Trump dit qu'il veut que les États-Unis soient la capitale crypto de la planète. Voilà. Alors bien sûr c'est de la com, le but pour lui c'est que les gens qui sont dans la crypto eh bien, votent pour lui, mais il a quand même créé une plateforme qui s'appelle The Defiant Ones, il y a un jeu de mots avec DeFi, et évidemment il fait des efforts pour essayer d'attirer les fans de crypto pour voter pour lui, et donc il fera sûrement des choses pour la crypto. Voilà. Alors on va parler un petit peu de la SEC. On a Abra, qui est une compagnie qui règle l'amende de la SEC pour des ventes non enregistrées de titres d'actifs crypto. Donc ils attaquent toujours la crypto, la SEC continue, et par contre, je vous mets un petit peu en opposition, le Nasdaq demande l'approbation de la SEC pour les options d'index Bitcoin. Et là, vous allez voir que jamais le Nasdaq va être attaqué, et tout ce qu'ils vont demander, ils l'auront, tout simplement parce que c'est des grosses institutions et que c'est corrompu jusqu'à la moelle, et que la SEC va accepter tout ce que dit Nasdaq, tout ce que dit BlackRock sans problème. Par contre, vous voyez que la SEC attaque les NFT sur OpenSea. Donc ça attaque, ça continue à attaquer. La SEC enquête sur Uniswap Labs et ses investisseurs. Ça continue, ça c'est sur la DeFi. Et je pense que en fait la SEC est en train de retarder l'évolution aux États-Unis, tout simplement de tout ce qui est numérique et crypto, et qu'à un moment donné, je pense que le Congrès va prendre conscience. Quand je vois tout ce qui se passe dans les pays des BRICS, toutes les évolutions, à un moment donné, ils vont être obligés de suivre, et je pense qu'il y aura un retour de bâton, c'est-à-dire que la SEC va se faire allumer, ça commence déjà un peu, ils ont de moins en moins confiance, va se faire allumer parce qu'elle est en train de ralentir tout simplement l'évolution de la crypto-monnaie et du numérique aux États-Unis, parce que ils ont des petits copains qui n'ont pas intérêt à ce que la crypto fonctionne. Le numérique aussi, vous avez des banques qui perdent de l'argent avec ça, donc voilà pourquoi la SEC attaque. Et il y a quand même des gens sensés. On voit par exemple cet article, l'US Reserve Federal Gouverneur Waller dit que la DeFi pourrait booster la force globale du dollar. Alors il parle bien sûr avec l'utilisation de stablecoin. Vous avez même des États qui eux trouvent des solutions. Vous avez le Wyoming qui pousse les paiements crypto et tente de battre la Fed à un dollar numérique. Donc eux en fait ils vont créer en 2025 un stablecoin qui s'appellera Wyoming et qu'il prévoit de lancer au premier trimestre de 2025. Voilà, maintenant on va parler, j'ai fini pour l'actu générale, on va parler du XRP, et on a le gouvernement australien qui, dans un de ses
de ces publications qui parlent des cashbacks sur les cartes de débit pour les paiements, et on voit la transaction, acquisition et cession d'actifs crypto. Et en exemple, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici. Olivia a une carte cadeau libellée en XRP, un type de cryptoactif. Olivia a payé. Donc vous voyez qu'ils prennent par exemple là comme exemple le XRP, et c'est le gouvernement, c'est sur le site du gouvernement australien. On continue, et une chose un petit peu intéressante pour vous montrer que c'est des initiés, on a le CEO de Ripple qui, alors je vais vous le mettre le traduire en français, qui s'attend à ce que les lois sur le stablecoin soient approuvées aux États-Unis avant les élections présidentielles. En fait, il faut savoir que ces gens-là sont des initiés, ils le savent, ils connaissent exactement l'agenda. Et on continue, le projet de loi stablecoin peut passer avant les élections, dit JP Morgan. Même chose, un initié, il sait exactement. Donc je peux vous dire que si ces deux personnes le disent, effectivement la loi passera avant les élections, c'est-à-dire avant novembre. Ça c'est tout bon pour le stablecoin de Ripple. On continue, on a le XRP Ledger Hackathon Séoul 2024 en Corée qui commencera dans 2 heures. Donc il y a des prix pour les gagnants, pour ceux qui trouvent des failles, et les développeurs et les hackers travailleront un petit peu ensemble pour voir s'il y a des failles sur le XRP Ledger, et développer aussi les activités sur le XRP Ledger. Alors là, personne n'en parle, mais c'est hyper important. On a ce qu'on appelle, on voit sur la documentation de Ripple, la ID de banque, et on voit, avant il n'y avait que la Philippines, ils ont rajouté Hong Kong et la Chine, c'est quand même assez énorme. Alors qu'est-ce que c'est que Bank ID? En fait, tout simplement, c'est une méthode d'identification électronique conçu pour l'authentification en ligne sécurisée avec une signature numérique. C'est un peu comme quand vous payez avec votre carte bleue et que vous devez sécuriser la transaction avec votre téléphone. C'est exactement le même procédé. Et on voit quand même que on a des banques chinoises et la banque de Hong Kong aussi qui vont travailler maintenant avec Ripple. On continue, l'analyste dit que 98% des gens vendront leur XRP après 10 $ à 50 $, avant que ça atteigne 100 $ de target. Déjà à 50 $, je pense qu'il y a des millionnaires qui se font. Personnellement, c'est chacun sa stratégie. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que je garderais une petite partie de mes XRP, que je ne vendrai pas. Je ne vendrai jamais 100% de mes XRP parce qu'on ne sait jamais. Rien ne vous dit qu'à un moment donné, ils décident que eh bien, le XRP soit juste un coin que pour les institutions et qui ne soit plus pour les particuliers, on ne sait jamais. Autre chose, il se peut que d'un coup, ils ouvrent les vannes et qu'ils arrêtent de le manipuler, et que à ce moment-là, le truc pète d'un coup et fait un x30, x40 en un jour. Et si vous avez plus de XRP et que vous voulez en racheter, vous avez mis vos liquidités de côté, bah, vous l'avez dans le baba, parce que le truc il a fait x20, x30, après ça vous coûte très cher. Donc moi j'ai toujours en gardé une petite partie, mais par contre je vendrai par palier. S'il atteint 10 $, il est évident que je vais en vendre une partie. S'il atteint 20 $, pareil, 5 $, pareil, je vendrai à chaque fois une petite partie. Il faut savoir que même dans les cycles haussiers, ça monte pas toujours, vous pouvez vendre et à un moment donné ça va peut-être rechuter un peu. Vous pouvez aussi racheter, c'est comme ça qu'on gonfle un peu son portefeuille. Du moment que vous savez à peu près quand se termine le cycle haussier, c'est pas forcément dangereux. On verra ça à la fin de la vidéo. Voilà, on continue. Et on a tout simplement sur la private de XRP Ledger, c'est-à-dire sur le bêta test, on a 185 jetons qui ont été brûlés pour l'instant du stablecoin RLUSD. On peut voir ici
la transaction là délivrée 185 USD qui ont été brûlés actuellement. On a un PDF en Russie des banques qui vous met tout simplement ici à la page 18, bien sûr c'est en russe, on voit ici DLT, ici la DLT, hop, et on voit qu'il y a c'est Ripple qui sera le DLT. 61 banques japonaises construisent une plateforme de paiement sur Ripple et qui seront utilisées d'ici 2025. Alors, c'est pas étonnant, on sait très bien que les banques japonaises adorent et les Japonais adorent le XRP. Et aussi, il faut savoir que la première devise occidentale qui va tomber, ça sera le yen. Et que, évidemment, tout est comme c'est un agenda, il faudra bien sûr que tout soit mis en place pour sauver ensuite l'État. Et ça sera là que le XRP permettra tout simplement d'amener de la liquidité et de pouvoir soutenir la monnaie. On continue un article qui est plutôt... alors on va lire. Un expert en crypto a récemment révélé des informations troublantes concernant la manipulation du marché de Ripple. Selon cet expert, des pratiques de compression des prix et des manipulations de la capitalisation boursière ont été mises en œuvre pour donner l'impression que la valeur du XRP est inférieure à ce qu'elle devrait être. Et là, j'ai mis... voilà. En circulation et en influençant les volumes des transactions, Ripple Labs a réussi à créer l'impression que la capitalisation boursière de XRP est plus petite qu'elle ne l'est réellement. Alors, bon, il ne met pas vraiment de preuves. Maintenant, je vous le dis honnêtement, moi, entre les baleines, les market makers et les algorithmes, ils peuvent effectivement tout simplement manipuler le marché. Ça, c'est clair. Et pour moi, c'est manipulé sans problème. J'en suis, en tout cas, moi personnellement, j'en suis convaincu. Et donc, bon, la seule chose, c'est que je pense qu'à un moment donné, ils le manipuleront plus. De toute façon, là, pour l'instant, le XRP, il faut bien comprendre qu'il est toujours corrélé au Bitcoin. Il est dans le même algorithme que le Bitcoin. Et on verra ensuite quand il sera décorrélé du Bitcoin. Là, je pense que ça sera différent. On continue, on va regarder tous les 2 mois, je regarde un petit peu les CBDC. On voit que ça n'a pas beaucoup bougé, c'est-à-dire qu'au niveau des pays, c'est les mêmes qui ont été lancés, il n'y en a pas plus. Des pays annulés, pareil, il n'y en a pas. Par contre, on voit que Pilote, ça progresse énormément en Europe. En Europe, vous avez, et Moyen-Orient aussi, ça progresse pas mal. Voilà. Et sinon, tout le reste ne bouge pas. Pour ce qui est proof of concept, c'est à peu près pareil, mais on voit que les pilotes, et je vous rappelle, pilote, c'est juste avant le lancement, on voit qu'en Europe et dans quelques pays comme l'Iran, l'Irak, etc., ça se... Turquie aussi, ça se met en place petit à petit. J'ai terminé pour l'actu sur le XRP. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer. On avait vu la dernière fois, je vais essayer de simplifier les choses. Et puis je ne suis pas un expert non plus, mais on va en parler. Je vous avais parlé de quantitative easing la dernière fois en vous expliquant que c'était un système monétaire d'urgence et qu'ils vont mettre actuellement en place, comme ils ont fait en 2008, même chose. Et que cette quantitative easing a en fait amené de l'argent qu'ils ont imprimé à partir de rien sur la crypto-monnaie, sur la bourse, dans les bons du trésor, dans la dette, dans l'immobilier. Il faut savoir, comme je vous avais expliqué, que c'est très mauvais pour nous, alors pas pour nous qui sommes dans la crypto, mais pour les gens de classe moyenne ou les pauvres, c'est que le pouvoir d'achat devient négatif avec l'inflation, puisqu'il y a de l'inflation quand vous faites du quantitative easing, et aussi c'est la classe moyenne et les pauvres qui prennent cher, parce que l'inflation tape sur leur pouvoir d'achat, et aussi les petites entreprises, comme il y a une inflation aussi des prix, des coûts, que ce soit l'énergie, etc., et ils souffrent et souvent ils font faillite. C'est ce qu'on voit actuellement dans beaucoup de pays, en Europe et aussi aux États-Unis. Et une dernière chose, c'est que ça défonce l'épargne.
C'est-à-dire que comme les rendements sont moins importants sur l'épargne, vous gagnez moins, et comme il y a une inflation en plus, vous gagnez moins et votre argent vaut encore moins. Donc on va juste regarder juste le mécanisme et vous expliquer ce que c'est que l'effet Cantillon. Et c'est une théorie économique formulée par l'économiste irlandais Richard Cantillon. Je vous laisserai le lien si vous êtes intéressé. Vous cherchez effet Cantillon sur Wikilibéral. Et je vais juste essayer de vous expliquer, vous résumer en 2 minutes. En fait, c'est un mécanisme en fait, qui arrange les élites. Et c'est pour ça que le quantitative easing, ils se frottent les mains quand ils font ça. Parce que déjà, ils détruisent les classes moyennes. Ils font souffrir tout simplement les classes pauvres et les classes moyennes. Parce que le quantitative easing n'arrive pas forcément, c'est comme un ruissellement, ça n'arrive qu'à la fin sur ces gens-là. Et pendant ce temps-là, il y a entre le temps où ça arrive, où cet argent est en haut au niveau des élites, des institutions, des banques, etc., et que ça arrive en bas, il y a eu un certain laps de temps, et pendant ce laps de temps, il y a eu une inflation et une perte de pouvoir d'achat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, l'argent qui est imprimé, elle va donc dans ce que je vous ai dit, dans les banques, dans les institutions, les corporations, etc. Et eux profitent de ce pouvoir d'achat pour acheter des choses au début. Et il y a un certain laps de temps avant que ça arrive en bas de l'échelle. Et pendant ce temps, eux, ils avaient un certain pouvoir d'achat. Évidemment, au bout d'un certain temps, le pouvoir d'achat a descendu sur les classes moyennes, et donc eux ne profitent pas du même pouvoir d'achat avec cette impression de monnaie. Voilà, j'essaie de vous expliquer. Si vous n'avez pas bien compris, en commentaire, dites-le moi. Mais du coup, ça arrange énormément les élites. Et sinon on va essayer de lire, peut-être que vous allez aussi comprendre. L'école autrichienne a généralisé ce principe pour expliquer la transmission de la création monétaire dans l'économie. La quantité de monnaie supplémentaire ne vient pas se mettre initialement dans les poches de tous les individus. Ceux qui en bénéficient en premier ne reçoivent pas tous le même montant, et tous les individus ne réagissent pas de la même façon à la même quantité supplémentaire de monnaie. Les premiers à en bénéficier, les propriétaires de mines, dans les cas de l'or, le trésor, dans le cas du papier-monnaie, donc ces institutions disposent dès lors d'encaisser plus élevés et sont en position d'offrir davantage de monnaie sur le marché pour se procurer les biens et les services qu'ils désirent acheter. Le montant additionnel de monnaie qu'il s'offre sur le marché fait monter les prix et les salaires. Mais tous les prix et les salaires n'augmentent pas, et ceux qui augmentent ne le font pas tous dans la même proportion. Donc on voit bien que c'est pas équitable ensuite, et c'est juste au début, eux en profitent. C'est pour ça qu'ils se frottent les mains quand ils font du quantitative easing. De toute façon, c'est avec la dette qu'ils tiennent tout le monde en esclavage. Voilà, j'espère que ce petit moment économique vous a plu, mais c'est pour un peu comprendre ce qui se passe actuellement. Et donc ça va vraiment faire souffrir plein de gens qui ne sont pas investis dans les bulles qu'il y a actuellement. Et maintenant on va parler 2 minutes de airdrop. On a officiellement l'hamster, pour ceux qui sont sur le airdrop d'Hamster Combat, ça sera le 26 septembre. Pensez juste à ce que vous ayez connecté votre portefeuille sur Hamster Combat. Et alors, vous attendez pas à un truc de fou, je pense, à mon avis, sur les récompenses, à moins que vous ayez été un geek, mais sinon, honnêtement, moi, tout ce qui est clé, tout ça, je fais pas, ça me gonfle. Bien sûr, je me suis connecté tous les jours, j'ai fait les choses, mais tout ce qui est clé, machin, franchement, non, ça va quoi. Ensuite, on a le airdrop de Empire, X Empire, et là en fait ils vont brûler les pièces de monnaie des utilisateurs périmètres. Ceux qui ne se sont pas connectés depuis 30 jours, essayez de vous connecter, parce que sinon vous allez perdre votre airdrop. Alors là, le airdrop, ils n'ont pas encore dit c'était quand. Moi personnellement, je préfère ce jeu-là à celui de Hamster Combat. Je trouve plus sympa. Voilà.
pareil, n'oubliez pas de vous connecter et il faut avoir fait une petite transaction de tonnes sur le bot de Xempire pour pouvoir être et connecter votre portefeuille pour pouvoir être éligible. On va parler pour terminer de Realty. Il y a quelques vous voyez là, il y en a 2, 3, 4 4 qui arrivent, 4 ventes qui arrivent, et ce qui était pas mal, c'est qu'il y en a une au Texas. Voilà, une au Texas. Il y a maintenant, ça se diversifie un petit peu. Chicago, on voit. Moi, je trouve ça bien parce que pour une fois, c'est plus que du Détroit. Ça se diversifie et je trouve ça vraiment pas mal. Il y en a un du Texas, mais elle est partie super vite. On a toujours 4 de disponibles à Panama. Alors attention, à Panama, on ne sait pas les dates. Ça peut être très très long. Donc là, c'est pour ça que vous avez aussi les retours sur investissement qui sont entre 6 et 20%. Mais là, c'est pas pour tout de suite. Quand vous investissez au Panama, les loyers, vous les recevez pas tout de suite. Des fois, ça peut être en 2026, voire même 2027. Donc attention. Par contre, tout ce qui est aux États-Unis, pas de souci. Vous, généralement, vous voyez là, c'est pour le 1er novembre. 1er novembre, souvent, c'est un délai 1er octobre ici. Donc on voit souvent c'est un délai de 2 mois à peu près ou 3 mois maximum, et ensuite vous touchez vos loyers. Je vous rappelle que vous avez un lien pour ceux qui ne sont pas sur Realty. On voit là les rendements, souvent ça oscille entre 8 et 10%. Ça peut quand même être assez intéressant. En plus, vous êtes payé en crypto. J'ai presque terminé, juste vous faire un peu de pub encore pour Rain. Vous avez le coffret maintenant à 6,5% si vous êtes ambassadeur. Il suffit d'acheter des jetons Actio, et cette banque vous propose, je connais pas de banque qui vous propose 6,5% actuellement en pouvant retirer l'argent, c'est-à-dire que c'est pas bloqué. Alors évidemment, si vous bloquez, vous allez gagner plus. Vous voyez là, vous avez le vote blockchain où vous pouvez gagner jusqu'à 16,9%. Et on a le terme vote, je crois que celui-là c'est bloqué 1 an et vous avez du 10%, tandis que le blockchain c'est sur 2 ans. Mais pour les gens qui ne veulent pas bloquer leur argent, vous avez quand même du 6,5%. Et je vous rappelle que sur cette fintech banque, vous pouvez aussi ramener vos USDC. Par exemple, sans problème, ou les sortir bien sûr, mais vous pouvez, et les USDC, vous pouvez les placer pour gagner des intérêts. Voilà, vous avez le lien pareil de Rain en bas de la vidéo. Et maintenant, je vais terminer la vidéo par, alors là, c'est pas pour tout le monde. Je vais vous donner mes prévisions, mais d'une façon un petit peu bizarre, pas conventionnelle on va dire, sur mes prévisions du bull run. Juste vous dire que dans la vie tout est énergie, vous êtes de l'énergie, tout est énergie, les astres ramènent de l'énergie, les planètes, vous travaillez, c'est de l'énergie. D'ailleurs, l'État vous vole énormément de votre temps en énergie, et tout est énergie, on voit bien. Et donc, je vais vous parler un petit peu d'astrologie, pour vous expliquer un petit peu que c'est lié même aux services financiers. D'ailleurs, vous avez énormément de bouquins, sur des livres sur justement ce qui est financier, et entre autres, voilà, vous voyez ici Trader's Guide to Financial Astrology, vous en avez un paquet où c'est lié, ça peut vous aider, vous donner du timing, entre autres sur tout simplement des chartes par tout simplement phase lunaire, sur les phases solaires, et on va voir ça. Je vous donne un exemple, vous voyez là, c'est un article, fin de Mercure rétrograde, un retour à la normale pour presque tous les signes du zodiaque dès le 28 août. Et
un autre article, comment Mercure rétrograde-t-elle va impacter les différents signes astrologiques. Donc vous avez ce qu'on appelle des cycles, et vous voyez là c'est un cycle où, en rétrograde de Mercure. C'est du 5 au 28 août 2024. Maintenant on va aller sur la charte du BTC. On va attendre que ça charge. Voilà. Et on va aller sur un mois. Donc on avait dit du 5 au 28 août. Donc là, voilà, là, attendez, du 5, on y est, vous voyez, 58 000, 59, voilà, 59 000 à peu près, 58 000, 59 000, ça oscille, et donc vous avez ce rétrograde de Mercure qui va jusqu'au 28. On va aller jusqu'au 28. Voilà, le 28, et ici on est à 59 500. Donc si on trace une ligne entre les deux, entre ici et là, on revient exactement à la même chose. Au niveau du cycle, on revient à la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu des oscillations pendant le rétrograde Mercure, mais on revient sur le même cible exactement à 58 900. Et là, même chose. Voilà, c'est juste vous donner un exemple qu'il y a des cycles et qui sont dus, tout est vivant, c'est-à-dire que tout est énergie, et les finances c'est la même chose, c'est l'énergie. Maintenant on va venir sur quelque chose de un petit peu moins ésotérique et plus, on va dire, métaphysique. Donc là on regarde tout simplement la moyenne du Bitcoin, ce qu'il fait sur l'ensemble depuis qu'il a été créé, et on voit que août c'est toujours baissier, et que septembre c'est encore plus baissier. Donc ne vous attendez pas forcément, alors bien sûr c'est pas une règle, il y a des exceptions, il peut y avoir des années où le BTC peut monter sur cette période, mais vous voyez les statistiques en moyenne, et il y a effectivement de temps en temps des exceptions. Voilà, maintenant moi personnellement je me fie à certaines choses ésotériques qui en fait confortent un petit peu ce que vous voyez là, c'est-à-dire que le BTC va commencer vraiment à monter à partir d'octobre, et surtout exploser en novembre, et continuer aussi à monter en décembre. Donc je vais vous donner pourquoi. Voilà. Pour moi, cette date, elle est importante. C'est tout simplement l'éclipse solaire qui sera le 2 octobre 2024. Et donc, ce 2 octobre 2024, c'est une éclipse solaire, et c'est la dernière éclipse de l'année. On voit la prochaine éclipse solaire aura lieu le mercredi 2 octobre, et c'est la dernière de l'année. Maintenant, regardez bien, le nouvel an juif, cela commence au coucher du soleil à la veille de Tishra, le 2 octobre 2024, et se termine à la nuit du 4 octobre. Donc c'est exactement pendant l'éclipse que vous avez le nouvel an juif. Hasard? Non, il n'y a pas de hasard. Maintenant, on va juste taper ce qu'on appelle, alors attendez, je regarde, parce que c'est pas facile à écrire, Rosh H, je crois que c'est comme ça c'est écrit, Rosh Hashanah, non, attendez, ok, sans le C, il manque le H, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Rosh Hashanah en réduction, en reverse, on a 204. Et 204, en fait,
vous enlevez le 0, c'est 24. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Il faut se mettre par rapport au calendrier hébreu. Et en fait, au calendrier hébreu, on n'est pas en 2024, on est en l'an 7784. Donc, rappelez-vous, Rosh Hashanah 24, en reverse. Maintenant, on va taper l'année qui est 5784. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ordinal 24, réduction 24, reverse 24, reverse réduction 24. Et ça correspond en fait à 2024. Voilà, pour moi, le 2 octobre qui est lié entre l'éclipse solaire et le nouvel an juif va être le début du bull run. Je pense que ça sera le début du bull run. Et donc cette phase va durer, à mon avis, jusqu'au... On va juste regarder le contraire des éclipses solaires. On va regarder les éclipses lunaires. Et vous voyez, le 14 mars 2025, il y a une éclipse lunaire qui est une phase baissière. En fait, je vous dis ça parce que j'ai regardé sur des années et des années, en fait, les cycles, quand vous regardez les cycles lunaires et les cycles solaires, et ça correspond à chaque fois à des moments où ça bouge, où c'est haussier, et c'est comme les pleines lunes et les nouvelles lunes. Les nouvelles lunes, c'est haussier, les pleines lunes, c'est baissier. Et je pense que le 14 mars 2025, ça sera à partir de là que ça va s'écrouler et qu'on va avoir une fenêtre entre milieu octobre, ça commencera tout début octobre, mais ça sera milieu octobre jusque mars 2025. Maintenant, est-ce que après en mars 2025, on est à la fin du bull run? Je pense qu'il va y avoir une sacrée chute et ensuite le mouvement sera encore haussier jusqu'à la fin 2025. Voilà, c'est mes prévisions. Maintenant, je suis qu'un être humain, mais en me fiant un petit peu à l'astrologie et je pense qu'il y a des grandes chances que ça fonctionne. Et quand on regarde d'ailleurs la saisonnalité du Bitcoin, on voit bien que c'est aussi à partir de octobre, novembre, décembre. Il n'y a pas de hasard. Une dernière chose, je vous parle d'éclipse solaire, etc. Vous allez me dire, mais il est complètement fêlé, ça n'a rien à voir. Je vais juste vous montrer quelque chose. C'est le PDG de Brad Garlinghouse. Et là, vous voyez son tatouage. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ça, c'est l'éclipse solaire. Vous avez le X, bien sûr, mais vous avez l'éclipse solaire. Pourquoi ce PDG, il fait un tatouage d'une éclipse solaire? Tout simplement parce que l'occultisme, c'est-à-dire l'ésotérisme, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste qu'ils ont étudié et qu'ils savent que tout simplement, il y a un lien. Et grâce à ces connaissances, vous pouvez influencer et vous pouvez savoir comment le marché va aller, et aussi des histoires de rituels. Et donc voilà. Maintenant, je vous donne aussi ma conception des choses. Donc ces gens-là sont des initiés, ils savent des choses que vous, et de toute façon c'est caché, jamais la population, à moins qu'elle fouille, mais sinon jamais la population va avoir accès, parce qu'on dit toujours que l'occultisme c'est la sorcellerie, c'est mauvais, etc. Bref, maintenant regardez, vous voyez Brad Garlinghouse ici, donc ça c'est quand il a fait son tatouage le 29 septembre, regardez son corps, regardez juste son corps, il a un peu de bide, je suis désolé, et bon, il n'est pas sec, on va dire. Maintenant, regardez le tatouage. Regardez les mains. Ça, c'est pas quelqu'un qui a 45 ans. C'est pas les mains de quelqu'un de 45 ans. Regardez les biceps de cette personne. C'est dessiné. Regardez l'autre ici.
On voit même les veines. C'est pas le même corps. Donc est-ce qu'il a fait un tatouage? Perso, je suis sûr que non. Mais ils avaient besoin d'afficher, je vous rappelle qu'ils ont toujours besoin d'afficher les choses, de montrer les choses. Le but c'était de montrer tout simplement l'éclipse solaire, de pouvoir faire comme un rituel. Ils ont besoin d'annoncer les choses. Voilà. J'ai presque terminé, juste pour vous montrer que JP Morgan, lui-même qu'il a dit que les millionnaires n'utilisaient pas l'astrologie, mais que les milliardaires l'utilisaient. Et si on regarde bien sur un article, là, il consultait toutes les semaines, en fait, lui, il était un abonné régulier à ses rapports planétaires, et il avait déjà mentionné l'invitation de recherche de Morgan dans l'interview en 1915, et on voit qu'il allait, en fait, il allait toutes les semaines presque consulter tout simplement l'astrologue, et qu'il a fait même il a financé des recherches. Surtout, il était très intéressé par l'Égypte, tout ce qui était astrologie et choses occultes en Égypte. Voilà. Donc, c'est pas pour rien. Et ces gens se transmettent leur savoir tout simplement de génération en génération. Une dernière petite chose. Je vous avais annoncé que le 6 août, il pouvait y avoir quelque chose par rapport à en guématrie par rapport à la guerre. Évidemment, vous allez me dire, il ne s'est rien passé. Tu nous as raconté de la flûte. Mais en fait, il y a quand même une chose qui est assez... qu'il faut quand même bien noter. Je vais vous montrer un petit article. On a eu le 6 août 2024 le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a lancé une surprenante offensive à Koursk. Et pour moi, je vous le dis, comme je vous avais dit, le 6 août c'était une date importante. Pour moi, c'est le marqueur de la Troisième Guerre mondiale. Elle est là. Pourquoi? Parce que là, c'est pas une défense. L'Ukraine ne défendait pas, elle a attaqué. Et il faut savoir qu'elle a attaqué avec des armes de l'OTAN. Et pour moi, c'est le marqueur d'une certitude qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. C'est évident. À partir du moment, et d'ailleurs Poutine l'a dit, que l'OTAN était impliquée dans cette attaque. À partir de là, c'est tout simplement l'OTAN qui, c'est plus du proxy, qui ont attaqué. Et pour moi, c'est tout simplement le début, le marqueur de la troisième guerre. Donc je pense que ça risque de s'accélérer. Et il faut savoir que Koursk, c'était, on va regarder, la bataille de Koursk, il y en a eu une très très importante avec beaucoup de plus de 100 000 morts, et c'était en juillet 43, il y a 81 ans exactement. Ça s'est passé du 5 au 13 juillet. Donc on voit aussi que c'est des cycles. Vous avez des cycles, que ce soit les guerres, les choses, c'est des cycles. Ça revient, c'est des cycles. Et j'ai pas regardé en guématrie le 81 parce que c'est 81 ans. À quoi ça correspondrait? J'essaierai de regarder. Mais en tout cas, on voit que Koursk, c'est pas la première fois, et que dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une bataille très très importante. Voilà, j'ai fini pour l'actualité. Je vous remercie pour tous ceux qui like et qui laissent des commentaires, ça aide la chaîne, et je vous souhaite un agréable week-end. À très bientôt, ciao.